en position assis, debout. On t'a bouffé pas mal de temps, mais voilà, une trentaine de minutes. Et puis après, on prendra 5 minutes de questions-réponses. On n'est pas très en avance, mais on en prendra une ou deux. Et puis ensuite, voilà, nous nous éclipserons au profit d'un Nicolas Chaban qui doit revenir d'un plateau télé. Pierre-Yves, la parole est à toi. Merci beaucoup. Merci, merci. Alors, si j'avais su que votre slogan, c'était la chaleur ajoutée, je me serais habillé différemment. Et je commence par une réclamation. Oui, le titre de mon intervention n'est pas « Les raisons d'espérer », mais « La raison d'espérer ». C'est important parce que justement tout le sens de mon intervention, c'est de dire qu'il y a une grande différence entre les raisons d'espérer et la raison d'espérer. Donc, vous pouvez noter que c'est la raison d'espérer. Voilà. Mais la raison pour laquelle je suis là, c'est que je suis ravi de vous fêter un joyeux anniversaire. Ça n'arrive pas souvent, 20 ans, c'est pour une association. Voilà, je viens en amitié, je n'ai pas préparé l'intervention définitive sur une question qui ne l'est pas, qui est celle de l'espérance. Mais voilà, je voulais vous partager quelques éléments de réflexion qui me semblent connotés, et en plus, ça me confirme en regardant le film, connotés avec votre esprit. L'esprit de cette association et sans doute de votre pratique, de vos activités, de votre travail. Alors quand j'ai dit à un de mes assistants, un de mes doctorants que j'allais venir parler de l'espérance, il n'a pas ricané parce qu'il est quand même poli, puis il est doctorant, donc, mais il m'a dit, c'est pas un peu naïf, ce qui est encore pire que le ricane, c'est pas un peu naïf l'espérance? Alors évidemment, le directeur de thèse se dit « Ah bon, mais pourquoi dis-tu que c'est naïf? Pourquoi l'espérance serait plus naïve que le désespoir? Pourquoi cette évidence ?» Et en y réfléchissant, et en parlant d'ailleurs, en proposant, peut-être que d'ailleurs ici, il y a des personnes qui disent « Bon, d'accord, on va parler d'espérance, c'est sympa, on est là, on est pour les 20 ans, mais enfin bon, c'est quand même un peu naïf. » Compte tenu des raisons de désespérer, qui est une raison d'espérer... Voilà, c'est bien, c'est un moment à passer, et puis après on ira danser, parce que... Bon. Et donc voilà, ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir pourquoi on pense comme ça. Je suspends la phrase, juste pour que... Oui, pourquoi on pense? Je pense majoritairement. Alors c'est en plus très français, mais majoritairement, si on s'interroge ce soir en rentrant, on dit alors, on parlait d'espérance, c'est pas un peu naïf? Pourquoi on pense comme ça? Alors je vais dérouler ma présentation, en 1, 2, 3, 4, 5 points que j'annonce. Point 1, point 2, comme ça vous voyez comment ça se déroule, et puis après on peut discuter, si on a le temps de discuter. Je regarde, et évidemment j'ai pas mis mon... Voilà, je fais démarrer. Alors d'abord, on peut penser que c'est naïf, le fait de présenter, de parler d'espérance, parce qu'il y a quand même de sacrées raisons de ne pas être dans l'espérance aujourd'hui. J'en énonce quelques-unes. Une démographie déclinante de manière irréversible. Une question climatique qui va conduire à des transformations radicales de nos modes de vie. Une crise, un effondrement de la biodiversité dont on ne mesure pas encore les conséquences, mais qui risquent d'être assez dramatiques aussi. Une économie qui a atteint son acmé, on va dire, à la fin des années 90 et qui aujourd'hui résiste au déclin par l'endettement. Des nouvelles technologies qui apparaissent et qui vont percuter très fortement le marché du travail. J'arrête là parce que vous allez dire... Bon, non, mais voilà, on commence par regarder la réalité telle qu'elle est. Oui. Voilà, tout ça, je travaille en tant qu'économiste sur toutes ces questions. Je suis plutôt pessimiste, mais profondément dans l'espérance. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est la différence qu'il y a entre les deux, entre optimiste et espérance. C'est très différent. Voilà, donc on est dans une situation sociale, économique, culturelle, climatique, environnementale, assez
inquiétante, inquiétante. Donc on pourrait dire, ben voilà, mon petit jeune, s'il dit, c'est pas un peu naïf d'espérer, c'est qu'il est dans ce bain dont on parle tous les jours et dont il se dit, ils sont gentils, hein, les 20 ans, là, les boomers, mais c'est pas notre monde. Et là, je lui réponds, mais attendez, cette affaire devant nous, il y a des catastrophes, c'est récurrent dans l'histoire. Si on est en 1900, je prends que le XXe siècle, hein, on est en 1910, qu'il y a devant vous, c'est une guerre mondiale, une transformation radicale de l'appareil productif, une transformation mais profonde de la société, la fin de l'agriculture. Si vous placez 2 ans avant, ou voire 2 ans après le début de la Première Guerre mondiale, les raisons d'espérer, c'est pas évident. Vous vous projetez 20 ans après, et vous avez devant vous, vous vivez dans la grande crise, la grande dépression, une des plus importantes que le monde ait connue au niveau global, la première grande dépression globale, avec un effondrement de l'emploi, avec de la misère, plus connue depuis des décennies en Occident, avec une guerre qui s'annonce à l'horizon, il n'y avait pas de raison d'espérer. Alors on pourrait dire, oui, après, il y a eu une période un petit peu plus légère, non, un peu plus ancien, mais il n'y a pas beaucoup d'anciens ici. Les années 60, jusqu'aux années 60, on est dans l'inquiétude de la guerre mondiale, et la tendance, comme ça, culturelle, c'est de dire l'avenir du monde est très compliqué, pour des raisons écologiques déjà, et aussi pour des raisons liées à la guerre nucléaire, possible. Donc vous voyez, mon petit jeune, là, il reproduit ce que tous les petits jeunes de toutes les générations ont reproduit, c'est-à-dire, oh là là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Oui, mais c'est bien sûr, la vie est compliquée. Il y a rarement eu des périodes dans l'histoire où vous voyez, on annonçait que tout allait vraiment continuer en mieux, sans effort et sans transformation. Ça n'a jamais existé. Donc, relativisons quelque peu notre sentiment d'inquiétude actuel. Il n'y a pas plus de raisons d'être inquiet qu'il n'y en a eu dans l'histoire. Et si je prends du recul relativement à ce qui s'est passé après les moments difficiles qu'ont traversé nos prédécesseurs dans l'histoire, et je reste qu'au XXe siècle, après la Première Guerre mondiale, vous avez une période de reconstruction et de transformation de l'économie qui a été assez formidable, puisqu'on est passé à une industrialisation, à un développement économique important qui a sorti de la pauvreté une grande partie des populations occidentales. Ça, c'est à partir des années 20. Après la Seconde Guerre mondiale, reconstruction, cette fois c'est au niveau mondial, et on commence une période de prospérité assez méconnue dans l'histoire de l'humanité, après une des guerres les plus horribles et les plus terribles. Vous voyez ? Donc si je prends du recul avec mon petit thésard là, et je dis mais regarde ce qui se passe au XXe siècle, rien qu'au XXe siècle, encore une fois, je ne remonte pas à Vercingétorix et voilà, la nuit des temps. XXe siècle, bien sûr que si je me place avant les grands événements tragiques, je me dis, mais ça va être très compliqué. Mais quand je me place après, je me rends compte qu'à chaque fois, il y a eu suffisamment de résilience pour que quelque chose de nouveau est apparu. Donc, au fond, une analyse historique simple, à la portée de tout le monde, très rapide comme je le fais là, devrait nous conduire à dire il y a de l'inquiétude tout à fait normale. Il peut y avoir un certain pessimisme parce qu'il y a des choses compliquées qui vont se passer. D'accord. Mais de là à désespérer, qu'est-ce qui nous conduit raisonnablement à désespérer plutôt qu'espérer? Ça ne va pas du tout de soi. Ça va? Ce point? Hein? Oui. D'où mon point suivant. Alors dans ce cas, pourquoi il y a cette tendance, ce biais classique à préférer la désespérance à l'espérance, et mieux que ça, à considérer que c'est plus intelligent de désespérer que d'espérer. Parce que c'est souvent ça. Vous voyez, les gens intelligents, ils désespèrent. Les gens qui espèrent sont des naïfs. Mais pourquoi ce biais systématique? Alors je vous propose, donc c'est mon troisième point, je vous propose une interprétation psychologique simple, mais qui remue finalement, enfin qui utilise beaucoup de travaux et philosophiques et en psychologie. C'est qu'il y a deux raisons pour que notre raison
ait tendance à s'inquiéter du futur. 2 raisons. La première, elle est plutôt d'ordre philosophique, enfin, elle est psychologique, mais d'ordre philosophique, c'est que, ils en fait tous l'expérience, le passé est sûr. Sur le présent, je peux agir. Le futur est incertain. Le passé est sûr. J'en ai des souvenirs. D'ailleurs, je sélectionne les souvenirs qui me vont bien. Et puis j'ai l'impression que le passé, c'est solide. D'où le fait que l'on est foncièrement conservateur sur certains points. Parce que quand on parle du passé, on sait de quoi on parle. Même si on le réinvente, peu importe, mais on sait de quoi on parle. Et on dit ça, j'en suis sûr. Le présent, il y a des choses à faire, mais je peux agir, je suis dedans. Mais l'avenir est ouvert. Et plus on s'éloigne, et plus il est ouvert, et plus on élargit, et plus c'est incertain. Donc vous voyez, il y a fondamentalement en chacun d'entre nous le sentiment que quand on se projette dans le futur, il y a de quoi être inquiet du fait qu'il est par nature incertain. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Et comme je ne sais pas, comme je n'ai pas la même certitude que pour le passé et encore pour le présent, cette incertitude, personne n'aime vivre dans l'incertitude. Personne n'aime vivre. Psychologiquement, personne n'aime vivre dans l'incertitude. Il y a des gens qui ont la capacité à bien s'en sortir, à bien interagir avec l'incertitude, mais le cas général, enfin pour toute personne, on n'aime pas vivre dans l'incertitude. Ça, c'est la première raison. Vous voyez, elle est générale. La seconde raison, c'est que quand on est confronté à l'incertitude, la façon de se rassurer, c'est d'agir. C'est d'agir. Je vous partage une expérience que les insomniaques qui sont aussi ici dans cette salle et qui d'ailleurs m'écoutent, puisqu'ils sont insomniaques, on fait régulièrement, on est dans son lit, on tourne et on se dit « Ah, il faudrait que je fasse ça ». Et puis, il y a une sorte d'inquiétude qui naît, mais il faudrait que je fasse ça, mais bien sûr, demain... Alors, la raison me conduit à dire, mais attends, calme-toi, de toute façon, c'est pas demain, c'est là, tu es dans ton lit, tu ne peux pas agir, attends demain, demain, tu appelleras la personne qu'il faut appeler, ou après-demain, tu appelleras, tu feras ce qu'il faut faire, mais c'est demain. Là, tu peux rien faire. Mais ça n'empêche pas, je ne sais pas si ça vous renvoie à des expériences vécues, vous retournez de votre lit en disant, ouais, mais quand même, si je fais ça, etc. Ce qui est inquiétant, ce qui est même profondément perturbant, et qui empêche de dormir, c'est qu'on ne peut pas agir immédiatement. Le fait de ne pas pouvoir agir, c'est extrêmement perturbant. À tel point, moi je ne sais pas comment vous gérez ça, mais moi maintenant, j'ai appris, j'ai mis du temps à le gérer, mais maintenant je me dis, attends, on arrête, on ne réfléchit pas, on dort. Puis demain, on se lève et on pose la question que je peux résoudre, mais si vous voulez... Là, tout de suite, dans le lit, tu ne peux rien faire, donc ce n'est pas la peine de tourner en rond, ça ne sert strictement à rien. Je le sais, je me le répète, de temps en temps, je ne m'écoute pas moi-même, mais enfin, je me le rappelle. Et ça c'est bien, ça calme. Donc, vous voyez, premier point, pourquoi on a tendance à être plutôt désespéré quant à l'avenir? Première raison, parce que l'avenir étant incertain par rapport au passé, on a tendance à vouloir projeter le passé dans le futur. Et comme, évidemment, on sait très bien que le futur ne va pas correspondre au passé, on se dit, oh là là, mais c'est une catastrophe. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le climat, sur la démographie, etc., ça nous perturbe, mais parce qu'on projette le passé. Parce que nous étions à un niveau de démographie élevé, là, ça a baissé. Parce qu'on était à 0 degré et on va passer à plus 1,5 ou plus 2. Parce qu'on avait un niveau industriel et on va passer à un autre niveau industriel. C'est par rapport au passé qu'on est inquiet. Donc, première raison, inquiétude du fait que c'est incertain. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Deuxième raison, inquiétude, parce que comme je ne peux pas agir sur le futur, je suis comme quand je suis dans mon lit, que je tourne en rond, je me dis, ça va sûrement mal se passer, comment je fais? Oui, il y a cette espèce d'angoisse qui fait. Et donc, je me rends intelligent en disant, c'est terrible, je suis désespéré, le pire ne peut qu'arriver. Comme ça, moi, je me dis, comme je suis intelligent, je suis réaliste par rapport au futur. Et vous voyez, ce mécanisme psychologique qu'on vit tous, il est vécu au niveau d'une société. Et particulièrement, je crois, aujourd'hui.
et particulièrement, mais peut-être que vous allez me contredire tout à l'heure, si on a le temps de parler ensemble, chez certains jeunes. L'éco-anxiété, ce sentiment que demain c'est la catastrophe, qu'il n'y a rien à faire, que vraiment on ne va pas assez vite. Et si vous reprenez mes deux critères, c'est que demain c'est tellement incertain, avec toutes ces contraintes, que c'est inhibant, un, et deux, demain je ne peux pas agir. Je fais un petit truc dans mon coin, je plante des haricots, machin, bio, etc. Mais le climat continue d'évoluer, etc. Donc j'ai l'impression que, comme je ne peux pas le saisir, il n'y a que l'anxiété, il y a donc que le tragique qui paraît intelligent. Donc, ce qu'on dit là, dans ce troisième point, c'est que, après tout, il n'est pas plus raisonnable d'espérer que de désespérer. Ce n'est pas plus raisonnable. Mais qu'on a une tendance psychologique à préférer le désespoir pour des raisons qui sont liées à une absence de rationalité. Vous voyez, à un biais rationnel. C'est-à-dire qu'on se pose des questions qu'on ne veut pas résoudre ou parce qu'on n'arrive pas à intégrer l'incertitude qui nous menace. Et donc, on généralise, on monte en généralité, comme on dit de manière élégante, on monte en généralité ce qui est une angoisse personnelle de l'impossibilité d'agir sur le futur ou de comprendre ce qui va se passer. Donc, si c'est un phénomène psychologique qui est à la base de cette désespérance généralisée, on pourrait se dire, et si on retournait un peu à la raison ? D'où le titre de mon intervention, la raison d'espérer. Il faut remettre de la raison dans notre compréhension du futur, de l'avenir, pour comprendre éventuellement ce qui va se passer, mais surtout pour continuer d'espérer. Et ce que je voulais vous montrer dans mon quatrième point, c'est qu'il est raisonnable d'espérer. Il est plus raisonnable d'espérer que de désespérer. Que c'est facile au moins à le poser. Je ne dis pas à le vivre, mais à le poser. Face à nous, l'avenir est incertain. Vous êtes d'accord ? C'est incertain. Incertain, ça veut dire je ne sais pas ce qui va arriver. Il va arriver du bien ou du mal. Ce que je vous ai dit précédemment, c'est qu'on a tendance à surestimer le mal, vous voyez, par cette inquiétude qui naît du fait de ne pas pouvoir agir ou du fait de l'incertitude elle-même qui est inquiétante. On a tendance à surestimer ce qui est mauvais par rapport à ce qui est bien. Mais si on est rationnel, statistiquement, il y a autant de chances que des choses négatives et des choses positives arrivent. En tout cas, il n'y a aucune raison pour imaginer qu'il n'y aurait que des choses négatives. Ce serait la première fois dans l'histoire de l'humanité, vous vous rendez compte ? On serait, nous, placés dans une période historique incroyable. Devant nous, il n'y a que du mal. Il n'y a rien de bien. Rien ne va arriver de bien. Rien ne va naître de bien. C'est un peu ça quand on dit... il y a la liste des drames que j'ai évoqués tout à l'heure. Ben, je ne vois que des nuages. Rien de bien ne peut arriver. Mais ça, ce n'est pas du tout rationnel. En toute logique, évidence, rationalité, si on est raisonnable, on doit penser qu'il y aura évidemment du bien qui va naître dans le futur. Évidemment. Comment voulez-vous qu'il y ait une chose autrement ? Je ne dis pas qu'il va y avoir que du bien. Ça, c'est naïf. Il n'y a que du bien, restons épanouis, de toute façon, tout ce qui va arriver, ça va être merveilleux. Évidemment, non. Mais c'est aussi naïf de penser qu'il n'y aurait que du mal. Vraiment, la tragédie nous attend, sur aucun domaine, on va pouvoir agir et c'est foutu. Non. De la même façon que, comme je vous l'ai donné dans les périodes passées, il y a eu des drames, il y a eu des tragédies, mais il y a eu aussi déjà les éléments qui ont fait naître une nouvelle étape de l'histoire de l'humanité. Il y en aura d'autres. Et elle existe aujourd'hui. Dès maintenant, il y a des semences de biens qui sont déjà plantées et qui vont naître. Et dans 10 ans, ça paraîtra 20 ans, 30 ans, ça paraîtra évident que ce qui a été planté aujourd'hui, ça soit fécond, ça fleurisse demain et qu'on le récolte demain. Vous voyez, ce n'est pas une question d'optimisme. Je ne suis pas du tout optimiste. Je vais dire pourquoi. C'est une question d'espérance. Je ne vois pas comment, raisonnablement, il est possible d'imaginer un monde où rien de bien ne soit pas déjà en train de naître. Il faut se faire violence intellectuellement pour penser ça, vous ne trouvez pas ? Il faut se faire violence pour ne pas espérer. Il faut se faire violence, au fond. Si je définis, je me suis fendu d'une définition de l'espérance, l'espérance, qui n'engage que moi, l'espérance est une disposition raisonnable de l'esprit qui invite à percevoir la probabilité de bien dans un contexte incertain.
C'est pas mal, hein? L'espérance, c'est une disposition de l'esprit. C'est pour ça que je n'ai pas des raisons d'espérer. C'est ma raison qui me conduit à être dans l'espérance. C'est une disposition de l'esprit, c'est une façon d'être au monde, une disposition de l'esprit, qui invite à percevoir, à commencer à ouvrir les yeux, à percevoir avec un regard plus ou moins perçant, la probabilité du bien. Il y a une probabilité du bien, même si elle est infime, peu importe, il y a une probabilité du bien dans un contexte incertain. J'accepte que le contexte est incertain. Vous voyez, donc je ne suis pas optimiste en ce sens-là. Je ne me dis pas, il y aura certainement du bien. Je ne sais pas. Mais je me dis, il y a une forte probabilité pour qu'il y en ait aussi. Je ne sais pas où elle est, mais j'ai bien envie d'ouvrir les yeux pour savoir déjà, pour commencer à repérer où elle peut être. Et vous voyez pourquoi c'est une disposition de l'esprit. Et pourquoi c'est une disposition, c'est une manière d'être. C'est de se dire, qu'est-ce qui m'anime au fond? C'est la liste de toutes les tragédies qui nous attendent. Ça m'anime. Et non, ça ne m'anime pas, ça m'inhibe. Ça me déprime. Qu'est-ce qui m'anime? C'est de se dire, dans tous ces items que je vous ai évoqués, il n'y aurait pas déjà à regarder des semences qui, demain, vont produire du bien. Eh bien, le simple fait de se poser comme ça face au futur, ça s'appelle l'espérance. C'est pourquoi je vais distinguer espérance optimiste. C'est pourquoi l'espérance, ce n'est pas l'espérance dans quelque chose. C'est être dans l'espérance qui importe. C'est une façon d'être. Est-ce que vous êtes dans l'espérance? C'est la question que je vous poserai si je vous prenais un verre tout à l'heure face à face. Est-ce que vous êtes dans l'espérance? Est-ce que votre état d'esprit, c'est l'intérêt pour ces petites semences de bien qui sont partout et enfin, en tout cas pour moi, que vous avez compris que j'espère être dans l'espérance, enfin j'espère être dans l'espérance. Voilà, ce qui m'intéresse, ce qui me passionne, c'est de voir ici, ailleurs, dans vos entreprises, dans la vie, dans le métro, ces petites semences de bien qui me font penser au coup d'après en me disant, tiens, là, il y a quelque chose qui est en train de germer, peut-être. En tout cas, arrosons-le. Et je vais terminer tout à l'heure sur l'action. Alors voilà, c'est une disposition de l'intelligence, et je la distingue de l'optimisme. C'est pour ça que, par rapport à l'optimisme, ça consiste à dire, je pense que, par rapport à ce que je connais du passé et du présent, certaines choses vont se poursuivre. Et on a en droit d'être optimiste, hein. Je suis optimiste sur l'adoption du budget tout à fait en droit. Compte tenu du passé, du présent, je peux être optimiste. Ou au contraire pessimiste. C'est pas ça l'espérance. J'ai aucun jugement, du point de vue de l'espérance, je n'ai aucun jugement positif ou négatif sur ce que sera le futur. Ce qui m'intéresse encore une fois, ce sont les graines. C'est la possibilité que le bien germe. Vous voyez? Et donc je me sors cette logique qui empêche de dormir la nuit, de « ouais, mais si ça fait ça, oui, mais comme ça, tu as fait ça, ça va ça. » Le passé, ça produit ce présent, donc ça va produire ce futur. Ah, c'est affreux, je suis pris dans cette machine. Non. Je ne sais pas. Oui, on est pris dans la machine, peu importe, on est toujours pris dans une machine. Mais est-ce qu'il n'y a pas déjà dans cette machine les petits rouages, les grains, les trucs, voilà, les semences? J'aime bien le terme semence, parce que les semences, ça pousse sans bruit. Et si vous ne savez pas que ça a été semé, vous ne pouvez pas savoir qu'à un moment donné, c'est du blé qui va pousser. Mais si vous vous intéressez à ce qu'on a fait, là, qui a semé, qui a planté, vous dites, ah bah tiens, il y a un champ de blé qui est en train de se préparer. Ou il n'est pas venu par hasard. Vous voyez l'état d'esprit. Donc, ce n'est pas l'optimisme. Ce n'est pas non plus... ce n'est pas non plus... je ne sais pas si vous connaissez l'expression, le catastrophisme éclairé. Il y a aujourd'hui une façon de se présenter la vie, notamment de la part de certains écologistes très intelligents, qui disent, comme face à la tragédie qui nous attend, on ne sait pas quoi faire, mettons les choses au pire, comme ça nous obligera à agir aujourd'hui. Ce qu'on appelle le catastrophisme éclairé. On se met une position de catastrophe, comme ça on est sûr de pouvoir se bouger aujourd'hui en disant, là, les marées, les eaux vont monter du fait que les glaciers vont fondre, etc. Donc commençons déjà à nous préparer à ça. Alors ça a des vertus, le catastrophisme éclairé, mais il me semble que l'espérance, c'est d'un autre niveau. Vous voyez, c'est un niveau de hauteur. Ok, on peut avoir des stratégies comme ça, se dire je m'attends au pire pour... bon, à mon avis, ça crée quand même un petit peu aussi le sentiment du pire.
À force de se convaincre que le pire va arriver, on finit par se dire il va vraiment arriver. Et puis mon thésard, il panique. Et quand je dis mon thésard, il panique, c'est que je vois mes jeunes, enfin des étudiants, etc. Il y a vraiment une éco-anxiété qu'on sous-estime. Hein. Il y a vraiment un sentiment comme ça de diminution par rapport au futur. L'espérance, c'est de dire, mais ouvre-toi, mon ami Chakra, tiens. Ouvre-toi. Tu es en train de t'enfermer là dans une représentation future du monde que tu projettes sur ton passé, sur ce que tu connais, ce que tu sais, des petites choses. Tu n'as pas un peu de générosité pour voir si quelque part il n'y a pas des personnes qui sont en train là de produire le monde de demain, enfin le bien dans le monde de demain. Oui, mais monsieur, il y a des catastrophes. Oui, il y en aura. C'est pour ça que je ne suis pas optimiste. Oui, bien sûr, il y aura. Enfin, je ne vois pas comment on va éviter la montée des eaux ou éviter la perte de biodiversité quand on a déjà perdu 50% des oiseaux en Europe en 40 ans, 50 ans. Donc évidemment qu'il y aura des conséquences. Oui, mais je reste dans l'espérance. Je sais déjà qu'il y a des gens qui bossent et qui bossent bien pour que les choses évoluent, changent, s'adaptent, bougent et qu'un monde de demain est en train de naître de tout ça. Voilà, l'espérance comme état d'esprit. Est-ce que vous êtes dans l'espérance ? C'est un peu naïf, hein, c'est ça ? Alors, pourquoi c'est important ? Pourquoi ce détour est important ? Et je vais terminer sur ce point, c'est mon dernier point. Pourquoi ce détour est important aujourd'hui ? Quand je dis ce détour, c'est de bien peser ce qu'est l'espérance par rapport à l'optimisme, par rapport, vous voyez, à l'illusion que demain, il n'y aura pas de problème, ou au contraire, l'illusion que demain ne sera fait que de problèmes. Il est important de rester dans cet état d'esprit, dans cette disposition raisonnable de l'esprit qui invite à percevoir la probabilité du bien dans un contexte incertain. C'est important pour une raison bien connue, alors notamment en économie, qui s'appelle la self-fulfilling prophecy, la prophétie auto-réalisatrice. Si vous voyez le bien, vous l'arrosez. Si vous voyez la graine de bien, vous avez tendance à l'arroser. Si vous sentez qu'il y a des nouvelles pratiques, des initiatives qui vous semblent bien, vous vous orientez vers elles, vous en parlez. D'autres qui sont aussi dans l'espérance les voient, ils mettent en relation avec d'autres. Et petit à petit, le monde du bien, le monde du mieux, ou le monde du moins pire, si vous voulez rester pessimiste, mais le monde du moins pire est possible parce qu'il y a des gens d'espérance. Oui, c'est pas juste une attitude de salon, on se dit, bah, quand même, pour ma gouverne personnelle, c'est quand même mieux que je sois dans l'espérance parce que pour mon énergie personnelle, c'est mieux. Non, collectivement, c'est très important que nous ayons un discours qui maintienne l'importance de l'espérance dans une société. Ce qui tuera notre société, ce n'est pas tout ce que je racontais. Au début, la démographie, tout ça, ça ne tuera pas, évidemment, il y aura de la résilience. Ce qui peut la tuer, c'est l'absence d'espérance. C'est-à-dire qu'on ne voit plus du tout aujourd'hui les graines du bien de demain. Plus personne ne le voit, plus personne ne les arrose, plus personne ne met son énergie aujourd'hui pour que demain soit différent. Mieux, plus personne n'en parle aux autres. Inversement, si on le fait, des petits noyaux d'espérance ici et là, dans cette salle, alors le monde se réalisera dans le sens de ce que chaque graine de bien aura tenté de faire germer. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle une autoréalisation de la prophétie. Une prophétie, je pense que du bien est en train de naître, qui s'autoréalise parce que ça contribue à ce que le bien soit encouragé. Et voilà pourquoi je conclus en disant, je vais arriver à mes 30 minutes, en disant, d'une part, merci Lamarck, parce que vous êtes dans l'espérance. Alors, si je suis venu, c'est aussi pour ça, là, évidemment, par amitié, parce que le cachet est énorme, parce que... je suis venu parce que aussi, voilà une association, parmi d'autres bien sûr, mais une association qui pose, j'allais dire par principe de vie, que les clients ne sont pas contents. Ah, ben ils ne sont pas contents, mais ils ne sont jamais contents, ces clients, mais vous vous rendez compte. De toute façon, aujourd'hui, madame, hein, les clients ne sont plus comme avant. Avant, ils étaient polis, maintenant, ils ne sont plus polis. Et non. Tiens,
sont pas contents, mais il y a un truc là qui est intéressant. Ils me disent, j'aime beaucoup ce dessin, ils me disent, merci de me dire que vous n'êtes pas content. Parce que moi qui suis dans l'espérance, vous qui êtes dans l'espérance, je sais qu'il y a sûrement un truc bien qui est en train de naître de cette expérience-là. Il y a sûrement un truc bien. Et tiens, je vais rencontrer les amis là, ici, ils vont me parler de ce qu'ils font eux à partir de ça. Et c'est comme ça que ça naît. Donc vous êtes une association qui vit d'espérance. Qui vit dans l'espérance, qui a trouvé la bonne raison d'espérer, dans vos pratiques. Et c'est pour ça que je vous vois épanoui, que tu disais tout à l'heure que tu es content de venir au boulot. Enfin, c'est pas partout que j'entends ça, hein. On est content de venir au boulot. Mais je peux comprendre. Quand on est dans une dynamique où le boulot, ça consiste à jouer à partir de l'espérance, investir à partir de l'espérance comme attitude pour aller chercher les pépites, c'est quand même pas la même chose que, je ne vais pas citer d'autres entreprises où ça peut être compliqué de venir se lever le matin, parce qu'il n'y a pas ça. Donc oui, si je suis venu vous parler de ça, et je crois que c'est un bon thème, c'est parce que vous êtes dans ce milieu, c'est votre milieu de vie, c'est votre milieu psychologique. Mais je voulais vous dire une autre chose qui me tient à cœur cette fois, mais plus large. Parce qu'on m'a dit que je m'occupais des jeunes, je m'occupais des étudiants. Bon. Nous avons un devoir aujourd'hui, et je m'adresse aux citoyens maintenant, pas aux adhérents de la marque. On a un devoir citoyen de rétablir le sens de l'espérance, de rappeler combien c'est important dans une société. La plus grande, je suis sur LinkedIn, petite publicité si vous voulez me rejoindre, je suis sur LinkedIn, je fais des posts, j'ai, je sais pas, 40 000 vues quand je fais mes petits posts. Un jour, j'ai eu 1 million de vues. Wow. Alors, chaque fois que je dis ça, je dis « Ah, t'as parlé de quoi ?» J'ai parlé du suicide d'un jeune, un voisin. C'était au moment du Covid. Et j'ai dit « Mais attendez, et les vieux, là, que nous sommes, nous, par rapport à ces jeunes, un petit jeune de 18 ans, hein, on a un devoir moral important de placer ces jeunes dans l'espérance. C'est honteux que nous contribuons, nous qui avons justement l'expérience de tout ce que je vous ai raconté. On a l'expérience, on sait que les choses bougent et que les graines de bien produisent du bien. On le sait avec notre expérience. Puisqu'on a l'expérience de ça, c'est dramatique, c'est honteux qu'on laisse ce monde pourrir de désespérance. Donc, mon point final, c'est de vous dire, de nous dire, et merci de m'avoir obligé à vous le dire comme ça publiquement, nous avons un devoir de rappeler qu'il est raisonnable d'espérer, que précisément on a besoin de personnes qui espèrent, envers et contre tout peut-être, dans les situations difficiles sans doute. Vous allez voir tout à l'heure Frédéric Bedos, des situations difficiles dont elle va vous parler, qui espèrent, parce que précisément leur espérance, notre espérance, c'est une espérance de tous, c'est une espérance qui fait société. Merci. Pierre-Yves, si tu veux t'asseoir, peut-être qu'on peut prendre à la volée 1 ou 2 questions. Merci, tu as tenu le timing comme jamais. Donc, merci d'avoir tenu le timing. Merci également à Nicolas d'être arrivé à l'heure. Merci beaucoup, Nicolas. Du coup, nous avons le temps de prendre peut-être 1 ou 2 questions. Je vois une question en haut de notre ami Laurent. Oui, c'est une question ou une remarque. J'ai l'impression qu'après le pari de Pascal, on a le pari de Gomez, quoi. C'est un petit peu ça, non? C'est le sentiment que j'ai. Oui, non, mais j'ai jamais pensé, mais c'est une bonne, effectivement, c'est une remarque intéressante. Parce que ça relève un peu la même chose. Le pari de Pascal, c'est très intellectuel. Et Pascal, qui est un mathématicien, il dit, enfin, vous avez une chance sur 2 que Dieu existe, prenez la chance, parce que s'il existe, vous gagnez tout. La vie éternelle, le pardon des péchés, etc. Tandis que si vous prenez le cas qu'il n'existe pas et qu'il existe, vous avez tout perdu. Et si vous prenez le cas qu'il n'existe pas et qu'il n'existe pas, vous avez aussi perdu. Donc, dans tous les cas de figure, vous gagnez si vous croyez qu'il existe. Donc ça, c'est le pari de Pascal. Il y a de ça. Alors, peut-être la différence, c'est que alors, je ne veux pas me comparer évidemment à Pascal, qui est un génie que j'admire évidemment, mais c'est plutôt le prophétisme, en fait. Ce qui est intéressant chez les prophètes,
Mandela pour les récents, Martin Luther King ou les prophètes bibliques ou les prophètes que vous connaissez, voilà. C'est qu'ils se projettent dans un futur positif et ils annoncent, vous voyez, ils annoncent déjà, j'ai fait un rêve. Et ce rêve, c'est, vous vous souvenez, le fameux discours de Martin Luther King. Le rêve, c'est que les enfants noirs et les enfants blancs allaient dans la même école. Le rêve, c'est etc. Et vous voyez, c'est plutôt de ce point de vue. Le prophète, c'est pas celui qui prévoit l'avenir, contrairement à ce qu'on raconte très souvent comme ça quand on utilise le mot mauvais escient. Le prophète, c'est celui qui se projette dans l'avenir et qui voit déjà le bien qui est possible, qui est futur. Alors, ce serait plutôt ça. Et merci pour Pascal, ça me touche beaucoup. C'est peut-être une remarque ou un commentaire. Moi, j'aurais peut-être une question justement pour avoir... Ah bah, pardon, une question de Chloé. Non, vas-y. Merci beaucoup. Je trouve que ça résonne par rapport à la question de qui aujourd'hui peut jouer ce rôle citoyen et au fait que les corps intermédiaires, l'Église, la politique, les syndicats, etc., abdiquent, ou en tout cas ne sont plus ceux qui portent l'espérance, et que ça donne une espèce de responsabilité aux entreprises, mais peut-être que ça rejoint votre sujet sur la seule façon de nourrir l'espérance, c'est de ne pas subir les raisons de désespérer et d'être acteur. Et finalement, ça nous renforce encore dans notre responsabilité côté business à jouer un rôle. Et sur la notion sur laquelle vous finissiez, sur le fait que dans le dialogue et dans la notion citoyenne de nourrir l'espérance par du dialogue avec les uns et les autres, ça redonne encore plus une importance à la relation client, d'irriguer les entreprises qui elles-mêmes irriguent d'espérance la société. Voilà, ça nous donnait un chouette rôle, je trouve. Tout à fait. Alors, je suis tout à fait en accord, et notamment en revenant sur les deux dessins. Là, il me semble de mémoire, le client il se dit je vais pas être écouté, et puis on peut imaginer qu'ensuite il se rend compte que même là, c'est un film, il a été écouté. Il se dit c'est possible un monde comme ça, c'est possible un monde comme ça. Alors, il n'y a pas de lien direct, je ne sais pas lui dire est-ce que vous êtes bien dans l'espérance après m'avoir entendu, voilà. Mais ça participe de ça. Je mettrai pas un bémol, mais juste un point de vigilance. Vous dites les entreprises, corps intermédiaires, voilà, à condition qu'elles ne mentent pas. À condition qu'elles ne mentent pas. Parce que l'authenticité, là pour le coup, c'est très important. Il n'y a rien de pire que de jouer avec ces concepts. Enfin, ces concepts, en tout cas, donner l'impression qu'on est là-dedans, tout va bien, la bienveillance, etc. Et en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Après, c'est terrible en termes de confiance. Après, on part d'un niveau encore plus bas qu'on ne l'était. Donc, oui, l'entreprise peut être ce lieu, notamment la relation client peut être ce lieu, mais en restant authentique, en se disant si je mens, à quoi j'expose la relation. Et ce sera la dernière question ou commentaire. Frédéric, on va t'apporter un micro pour l'enregistrement. Je la reformule. Merci Clarisse. Moi, je voulais dire que je ne suis absolument pas du tout défaitiste. Parce que quand je vois, comme dit Stéphane, dans mon Pays Basque, où je suis en contact avec beaucoup d'associations, il y a une énergie, alors je vais employer le mot positivisme, avec plus ou moins de moyens, mais il y a une énergie humaine, et il y en a partout, il y en a en Bretagne, il y en a ailleurs, de gens qui suppléent quelquefois aux détresses ou qui ne sont pas aidés localement par les municipalités ou autres. Donc tout ça, toute cette énergie associative pourrait à terme maintenir, en tout cas, et combler ou faire évoluer tout ça dans l'avenir. Plus soi, puisque moi je suis de Bourgogne et je vis exactement ça. J'étais ce week-end à un petit colloque local sur le patrimoine culturel dans mon petit bled. C'est incroyable, effectivement, cette énergie associative et que ça tient en fait. Ça tient. Voilà, je pense qu'une partie de la société tient par ça. Alors, ce qui est vrai, parce que nous on le voit, parce que c'est pur, je dirais.
c'est vrai aussi dans vos activités, c'est vrai dans un monde beaucoup plus complexe, etc. Il y a plein de... la marque, quoi. Il y a plein de... Il y a tout un tissu qui tient. Voilà pourquoi, pardon de revenir à mon leitmotiv, rendons compte de ça, quoi. Arrêtons les grands trucs très généraux sur lesquels, évidemment, comme on n'a pas réellement de prise, on ne peut que déprimer. Mais regardons concrètement ce sur quoi on peut agir et ce que ça produit. Et on se confirme dans notre état d'esprit, vous voyez, qui est celui d'espérance. Est-ce que vous êtes dans l'espérance? Ah, voilà. Merci beaucoup. Hop. Et je sais que dans la notion d'espérance, tu y raccroches souvent, cher Pierre-Yves, à la fois la notion de courage et de garder, savoir ce qu'on veut garder. C'est ce qu'on va aborder dans quelques instants avec notre ami.